Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reliques Militaires. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'objets, mais je vais vous parler d'un grand événement historique qui a touché l'histoire de France. Je vais vous parler bien entendu de la Révolution française, de ses débuts en 1789 jusqu'à l'Empire. Commençons. Quelles sont les causes de la Révolution française? Alors, pour commencer, il y a eu une crise économique qui a commencé vraiment en 1774 jusqu'en 1776. Turgot, le ministre des Finances de la monarchie, de l'ancienne monarchie, tente de réformer le système fiscal. Mais malheureusement, ces réformes échouent à cause de l'opposition des privilégiés. On parle bien entendu de la noblesse et du clergé. Ensuite, 1783-1787. Jacques Necker, peut-être que vous le connaissez parce qu'il a donné son nom à un grand hôpital pour enfants à Paris, mondialement connu. Donc, Jacques Necker était un autre ministre des Finances également, qui publie les comptes de l'État, ce qui montre la gravité de la dette. Ces tentatives de réforme sont également insuffisantes. Ce qui a vraiment la cause qui a vraiment fait perdre beaucoup d'argent à la France, c'est la guerre de 7 ans, qui a été une guerre totalement inutile et qui a fait perdre beaucoup d'argent à la France. Ensuite, autre cause, les inégalités sociales. Donc, les trois ordres, je rappelle, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Le clergé étant le premier ordre, la noblesse le deuxième et le tiers-état le dernier. Donc le clergé, lui, il exempte des impôts et il a des privilèges. La noblesse possède des terres et des droits seigneuriaux, mais paye peu d'impôts. Et le tiers-état, qui est bien entendu composé à 97% de la population de l'époque, ça veut dire qu'il comprend les bourgeois, les paysans, les artisans et d'autres qui sont, lourdement taxés et politiquement marginalisés. C'est-à-dire que, comment dire, on va dire qu'ils passaient après le clergé et la noblesse et étaient peu reconnus. Ils étaient vraiment celui que personne ne voulait, quoi. C'était, voilà. Autre cause, les idées des Lumières. Le siècle des Lumières, qui est le siècle avant la Révolution française, qu'on appelle le siècle des philosophes. Donc parmi ces philosophes se trouvent Montesquieu, Voltaire, Rousseau et d'autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces trois-là. Montesquieu, lui, propose la séparation des pouvoirs pour éviter les abus. Voltaire critiquait l'absolutisme et les injustices sociales. Et Rousseau, lui, affirmait que la souveraineté appartient au peuple et que les lois doivent refléter, la volonté générale. Donc tous les trois ont beaucoup de courage à l'époque pour pouvoir critiquer le pouvoir du roi et le roi. Ça se faisait pas du tout, notamment Voltaire, qui a été en prison à cause de Louis XVI. Louis XVI l'avait mis en prison, dans une prison très connue, dont je vous parlerai après. Voilà. Le début, donc en 1789, début de la Révolution française. Les États généraux se réunissent le 5 mai 1789. Ils se réunissent à Versailles pour discuter des problèmes financiers. Le tiers-état se sent sous-représenté, ce que je vous ai dit avant. « 17 juin 1789. Formation de l'Assemblée nationale. Où donc l'Assemblée nationale est créée. Le tiers-état proclame Assemblée nationale, revendiquant la représentation de l'ensemble du pays. Le 20 juin 1789, le serment du jeu de paume.
les députés du tiers-état, je rappelle que le tiers-état est un groupe et pas une personne, c'est plusieurs personnes, prêtent un serment de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution. Très important cet événement. Mais ensuite, le peuple prenne les armes. Le 14 juillet 1789. La Bastille, où justement a été emprisonné Voltaire. C'est quoi la Bastille? C'est la prison royale. Voilà. La Bastille faisait à peu près un tiers de Paris à l'époque. Donc elle était vraiment vue de... On pouvait la voir partout, hein. Elle était énorme. Voilà la Bastille. Donc elle a été prise par les Parisiens. Donc le 14 juillet. C'est un symbole fort de la lutte contre l'oppression. C'est pour ça que c'est devenu justement la fête nationale, parce que c'est pas qu'une prise de prison, c'est aussi un symbole, plus qu'un événement. Voilà. Autre événement très important, le 26 août 1789. L'Assemblée nationale adopte ce texte fondamental qui proclame les principes de la liberté, d'égalité et de fraternité. Ce texte, c'est bien sûr la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Ensuite, la période de 1790 à 1791. Réforme et radicalisation. Le 4 août 1789, l'Assemblée vote l'abolition des privilèges féodaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... comment dire? L'Assemblée vote pour que le clergé ne soit plus celui qui est mis devant tout le monde, celui qui paye peu d'impôts, alors que certains en payent beaucoup, beaucoup plus cher. C'est ces inégalités en fait. Voilà, ces inégalités féodaux. D'où la pyramide. Voilà. Donc ça met fin aux droits seigneuriaux et aux exemptions fiscales. Donc ça veut dire que tout le monde paye les mêmes impôts. Tout le monde reste normal en fait. Enfin, comment dire. Voilà, il n'y a plus d'ordre. C'est vraiment tout le monde normal. Constitution civile du clergé, le 12 juillet 1790. Cette loi soumet l'Église à l'autorité de l'État et entraîne des conflits avec le pape et une partie du clergé. Et pour terminer pour ces années, la Constitution de 1791, le 3 septembre 1791, la Constitution établit une monarchie constitutionnelle où le roi partage les pouvoirs avec une assemblée législative. Il a un pouvoir limité, mais conserve un droit de veto. Ça veut dire que le roi commence à devenir... grâce à cet événement, le roi commence à devenir de moins en moins important. Il a quand même des pouvoirs, mais son pouvoir a déjà été réduit vu que maintenant il partage avec l'Assemblée législative. C'est pas lui qui fait tout ce qu'il veut. Maintenant il a un autre avis. Il est obligé d'avoir l'avis de l'Assemblée législative pour pouvoir faire une loi ou ordonner quelque chose. Voilà. 1792 à 1794. La Terreur et la République. Le 10 août 1792, les Parisiens attaquent le palais des Tuileries, ce qui mettra fin à la monarchie. Louis XVI est suspendu de ses fonctions. Louis XVI n'a plus aucun droit. Enfin, il a le droit de veto, toujours, mais il n'est plus chef de rien du tout. Il devient civil. Il devient un civil, en fait. Voilà. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale proclame la Première République, mettant fin à la monarchie. À partir de ce moment-là, la monarchie, c'est fini. Voilà. Ensuite, dans la nuit du 20 au 21 juin, le roi fuit Paris. Il sent que ça commence à être un peu... que ça sentait pas bon pour lui. Alors il fuit vers ses amis l'Autriche, ses amis autrichiens, dans la nuit comme j'ai dit, du 20 au 21 juin. Mais ça arrête sur la route pour que les chevaux permettent de s'hydrater.
Voilà, donc il s'arrête dans une petite ferme. Une ferme à Varennes. Voilà, dans la ville de Varennes, en France. Et un fermier voit une pièce, regarde la pièce. Et qui avait sur la pièce Louis XVI. À ce moment-là, il regarde sa pièce, il regarde Louis XVI. Et compris que le roi tentait de s'enfuir et que c'était pas bon du tout. Il est donc ramené à Paris et va y rester. Après, donc, il y a eu son procès. Il a été donc mis à mort. Il y a eu une enquête. Déjà, il y a eu une enquête et ils ont trouvé dans ces documents secrets qu'on appelle l'armoire de fer. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'armoire de fer? Il y avait des papiers qui disaient que les Prussiens, l'Allemagne de l'époque, je rappelle, et l'Autriche étaient prêts à attaquer. Il suffisait qu'il dit j'ordonne l'attaque et que les Autrichiens et les Prussiens détruisent Paris. Ils attendaient juste le signal. Donc le signal du roi. Quand ils ont trouvé ça, il a été tout de suite mis à mort et il a été mis à mort et il a été guillotiné. Donc le 21 janvier 1793. Voilà. Le roi ce qu'il a fait, le peuple a commencé à ne plus l'aimer et à le détester à sa fuite. Il n'était pas censé être guillotiné avant Varennes, hein, avant qu'il s'enfuit. Mais ils ont pas toute confiance en lui quand il est parti à Varennes et après il a eu un procès. Et ce procès, il n'a pas été concluant parce qu'ils ont voté pour sa mort. Et il est décédé le 21 janvier 1793 sur la place publique, exécuté à la guillotine. Coupable de trahison. Ensuite, donc la terreur. Donc là, la monarchie, les rois, ça nous paraît très loin derrière. Hein, on oublie. Là, on est vraiment sur une république. Donc la terreur, 1793-1794. Sous la direction de Robespierre, le comité de salut public impose des mesures sévères pour protéger la révolution, entraînant des milliers d'exécutions. Robespierre, je rappelle, le chef du parti des montagnards, parce qu'il y a eu 3 partis à l'Assemblée à l'époque. C'est vraiment le tout début, on avait les montagnards qui voulaient la révolution. Pourquoi ils appellent les montagnards d'ailleurs? Parce que vous savez que l'Assemblée c'est un hémicycle, hein, et que tout en haut on avait le parti des montagnards. Pourquoi? On les appelle les montagnards parce qu'ils sont tout en haut. Également vers le milieu à peu près les Girondins. Et tout en bas de l'hémicycle, la plaine. Voilà, plus sont en bas, c'est pareil. Voilà. Donc voilà. Ensuite, le 27 juillet 1794, 9 Thermidor. Donc c'est le calendrier révolutionnaire. Hein. Thermidor, tout ça, je vais vous en citer d'autres après. C'est le calendrier révolutionnaire. Donc le 27 juillet 1794 ou le 9 Thermidor, dans le calendrier révolutionnaire, Robespierre est arrêté et exécuté, mettant fin à la terreur. La période suivante est plus modérée. Il a été exécuté tout simplement pour avoir provoqué beaucoup de morts sous sa direction. Voilà. C'est lui qui a fait beaucoup de morts pendant la terreur. Voilà. On se rapproche de la fin de la Révolution. 1795-1799. Le Directoire. Constitution de l'an 3. Pareil, toujours dans le calendrier révolutionnaire. Le 22 août 1795, la Constitution de l'an 3 établit le Directoire. Un gouvernement avec 5 directeurs et un parlement bicaméral. Ce régime tente de stabiliser la France, mais est critiqué pour sa corruption et son inefficacité. Ensuite, crise économique et politique. 1796-1799. Le directoire est confronté à des crises économiques qu'il ne peut pas gérer et à des menaces externes et internes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens
qui font pas partie du directoire, mais qui le menacent. Et des gens qui font même partie du directoire qui le menacent aussi. Donc, des révoltes et des conspirations affaiblissent le gouvernement. Bon, bah là, on ressort d'une crise économique pour en retomber dans une. Pareil, le gouvernement, le directeur, c'est une catastrophe. Il y a des grosses tensions au sein du parti, enfin au sein du gouvernement, pardon, et dehors, hein, qui critiquent également beaucoup le gouvernement. C'est un peu tendu de partout. Mais le 18 Brumaire, car révolutionnaire toujours, quelqu'un, un général corse, fait un coup d'état. Et c'est qui ce général corse? C'est Napoléon Bonaparte. Lui, il renverse le directoire avec l'aide de ses généraux et il prend le pouvoir. Et là arrive le consulat. Donc Napoléon, je rappelle, il était très populaire à l'époque. Le peuple l'appréciait beaucoup. Beaucoup de civils l'ont aidé à prendre le pouvoir. Beaucoup de civils et également de ses proches amis généraux. Voilà. Très apprécié des soldats aussi, qui étaient sous ses ordres. 1799-1804, le consulat. Établissement du consulat. Le 9 novembre 1799, 18 Brumaire, toujours pareil, Napoléon prend le pouvoir et établit le consulat où il devient premier consul avec une grande autorité. Lui, il n'attend pas. Dès 1800, il fait des réformes. Napoléon organise l'administration et crée la Banque de France. Et oui, c'est Napoléon qui a créé la Banque de France. Pour stabiliser l'économie, encore aujourd'hui, la Banque de France permet de stabiliser l'économie. Il met en place des préfets pour gérer les départements. Bah, donc là, on est vraiment... il fait des gros changements. Hein. Il fait un concordat avec le pape Pie VII, rétablissant des relations apaisées avec l'église catholique et mettant fin aux conflits religieux. Comme je vous l'ai dit avant, le pape, l'église est très en conflit avec le clergé. Voilà, mais une fois que toutes les ordres sont tombés, bref, je ne refais pas l'histoire, bah lui, Napoléon, il arrive et il fait un concordat, il se dit, tout le monde se calme, on fait alliance. Voilà. Donc ça, c'était en 1800. Ensuite, Napoléon, donc de 1804 à 1815, arrive l'Empire. Donc, le 2 décembre 1804, Napoléon se fait couronner empereur des Français à Notre-Dame de Paris, marquant le début du Premier Empire. Si vous voulez voir comment ça s'est passé de la Révolution française, donc à sa mort, je vous conseille de voir Napoléon, le film de Ridley Scott, qui est vraiment très bien fait parce que quand on voit Napoléon qui prend le pouvoir et qui se proclame empereur, parce qu'il s'est proclamé tout seul empereur, il a le chef d'église arrive avec la couronne dans la main, il la prend avec sa main comme ça et il la met sur sa tête. Ça ne se faisait pas du tout, hein. C'est pas du tout comme ça que ça se passait, c'était un gros manque de respect. Normalement, donc le chef d'église, le prêtre ou l'évêque, ça dépendait, il venait avec la couronne, il y avait toute une cérémonie. Voilà, non, là, Napoléon, il est arrivé avec la couronne, il prend la couronne comme ça, et il la met sur sa tête. Et il dit, je me proclame empereur. Ce qui était vraiment incroyable, parce que les gens, ils se disaient, oh, qu'est-ce qu'il vient de faire? Enfin, il vient de casser tout le rituel, c'était... Voilà. Mais malheureusement, après arrive la chute et les guerres. 1812, campagne de Russie. Napoléon envahit la Russie. Mais l'expédition se termine par un désastre pour la Grande Armée. Grande Armée, on surnommait l'armée de Napoléon la Grande Armée. Voilà. Donc une très grande bataille de la campagne de Russie qu'il a gagnée, c'est Austerlitz. Voilà, qui est une très grande victoire. Donc ça se solde par un désastre pour la Grande Armée, marquant le début du déclin de son empire. Pourquoi un désastre? Parce que quand il a fait la campagne de Russie, en Russie, il y a l'hiver russe, qui est un hiver très froid, et que
nous, on n'était pas préparés. Il y a eu beaucoup de morts à cause de ce froid-là et beaucoup de morts ouais, dans l'armée. Pareil pendant la Seconde Guerre mondiale, je fais une petite parenthèse. Lors de la bataille de Stalingrad, entre les Allemands et les Russes, les Allemands ont connu le grand hiver russe, ce qui les a fait perdre la bataille de Stalingrad. Parce qu'ils n'ont pas su résister comme la grande armée de Napoléon. Voilà. Ensuite, 1814. Après des défaites militaires et des révoltes de France, Napoléon abdique. Il est exilé à l'île d'Elbe. Louis XVIII est restauré sur le trône. Donc il s'en va loin sur l'île d'Elbe. Et Louis XVIII, qui est un des derniers, vraiment... je suis même pas sûr que ce soit dans les livres d'histoire parce il a régné très peu de temps. Puis ce pauvre roi, il était malade de partout. C'est vrai qu'il mourissait vivant en fait. Il pourrissait quoi. Il y avait sa peau partait, il pourrissait vivant. Voilà, il est vraiment très peu connu parce qu'il a régné très peu et a fait très peu de choses également. Mais Napoléon reste pas là. Napoléon, il revient. Et Napoléon revient d'exil donc à Elbe, l'île d'Elbe, pour une période appelée les 100 jours. Voilà. Il revient, et il reprend le pouvoir, tout ça. Ensuite, il fait une bataille, très grande bataille également, Waterloo, contre l'Angleterre, et contre la Prusse, et contre l'Autriche. Voilà. On était 3 contre 1 et malheureusement Napoléon n'a pas réussi à gagner cette bataille. Il a fait également beaucoup de morts en termes des deux camps, mais aussi beaucoup en français, en soldats de la Grande Armée. Donc ensuite, il est défait donc, à Waterloo le 18 juin. Il abdique encore. Cette fois-ci, il est exilé encore une fois, mais à Sainte-Hélène, sous contrôle anglais. Et il meurt en 1821. Bon, bah clairement, Waterloo, c'est ce qui a terminé sa vie. Hein. C'est... Voilà. Il était donc... il est Waterloo... Enfin, à Sainte-Hélène, il avait une maison, hein, une belle maison. Il avait une belle vie quand même, mais c'était sous contrôle anglais, donc il ne pouvait pas s'enfuir, parce qu'il y avait des bateaux anglais autour pour vérifier qu'il ne s'enfuit pas. Et le seul problème, c'est qu'il était tout seul. Tout seul. Mais Napoléon a eu un héritier. Napoléon II, qu'il n'a pas eu avec Joséphine de Beauharnais, parce qu'elle était stérile. Mais il l'a eu avec la cousine, je crois, du tsar de Russie. Voilà, il a fait un bébé avec elle et il y a eu Napoléon II, qui a été roi de Rome en Italie et qui est mort très jeune à cause d'une maladie, qui a été surnommé l'Aiglon. Voilà, petite parenthèse. Donc ces événements montrent comment la Révolution française a conduit à des changements politiques majeurs avec la fin de la monarchie absolue et l'instauration d'un régime impérial sous Napoléon. C'était une grande première pour les Français de connaître un empire, parce que j'ai jamais connu ça dans l'histoire de France. Mais très apprécié Napoléon, même encore aujourd'hui, hein, il est très apprécié. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre des choses. Je sais que cette vidéo risque d'être un peu longue parce qu'il y a beaucoup de personnages, par exemple, d'événements, d'années, oui, beaucoup de choses. Je vous avoue que quand moi j'ai fait mon script, c'était long, très long, parce que j'avais beaucoup de choses à mettre. Mais j'ai appris des choses, donc voilà. J'espère que j'ai réussi à vous faire apprendre des choses également. Mais voilà, bon bah si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. J'essaierai de répondre. De toute façon, je réussirai à répondre. Bon bah voilà, au revoir les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.